Genève, la deuxième capitale, au cœur du séjour le plus scruté du couple présidentiel. Une chambre au 16e étage. Un couloir d'hôtel devenu, malgré lui, un lieu de pouvoir. Et un pays entier qui, depuis Yaoundé, tente de deviner ce qui se joue derrière les portes closes d'un palace genevois. Depuis plus de 2 mois, Genève est devenue, de fait, le centre nerveux d'un pouvoir camerounais suspendu à l'absence de son chef d'État. Mais autour de cette absence, une autre question monte en intensité. Quel rôle joue réellement la première dame, Chantal Biya, dans cette période si particulière? Restez avec nous, ce dossier révèle bien plus qu'un simple séjour à l'étranger. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Commençons par ce que l'on sait, et qui est largement documenté depuis des années. Le couple présidentiel camerounais entretient, depuis plusieurs décennies, une relation particulière avec la ville de Genève. Selon une enquête de l'organisé Crime and Corruption Reporting Project publiée en 2018, Paul Biya aurait passé au moins 1645 jours en déplacement privé à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en 1982, Genève constituant, de très loin, sa destination de prédilection. L'hôtel Intercontinental, avec sa vue sur le siège européen des Nations Unies et le Mont Blanc, y est décrit par d'anciens employés comme la résidence de facto du couple présidentiel lors de ses séjours, au point que le personnel de l'établissement aurait pris l'habitude, selon plusieurs témoignages rapportés par la presse suisse, de désigner le couple par de simples surnoms de courtoisie. Le 7 juin 2026, Paul Biya quitte à nouveau Yaoundé pour ce qui est présenté comme un court séjour privé, accompagné de son épouse Chantal Biya. Plus de 2 mois plus tard, ce séjour perdure, dans des proportions inédites même au regard des habitudes du couple. Le président, âgé de 93 ans, n'est apparu en public depuis, ni en images ni en déclarations filmées. Le gouvernement camerounais a, par la voix de son porte-parole René Emmanuel Sadi, écarté toute hospitalisation, évoquant de simples consultations médicales, sans toutefois préciser la nature exacte de ce suivi ni le lieu précis où résiderait le président. Ce contexte mérite d'être replacé dans une perspective plus large encore. Depuis la révision constitutionnelle du 4 avril 2026, qui a créé un poste de vice-président de la République toujours non pourvu à ce jour, chaque déplacement, chaque silence, chaque geste attribué au couple présidentiel prend une résonance institutionnelle nouvelle. Ce qui, il y a quelques années encore, aurait pu passer pour un simple fait divers mondain concernant les habitudes de villégiature d'un chef d'État, s'inscrit désormais dans un débat bien plus large sur la continuité de l'État lui-même. Mais ce n'est pas tout. Ce séjour, comme les précédents, ne se déroule pas dans l'indifférence. Le 27 juin 2026, selon plusieurs médias, des militants de la diaspora camerounaise, regroupés sous la bannière de la brigade anti-Sardinard, auraient mené une action surprise à l'hôtel Intercontinental, provoquant la fuite précipitée de plusieurs membres de la famille présidentielle vers leur chambre. Chantal Biya aurait, à la suite de cet épisode, déposé une plainte auprès des autorités suisses, débouchant sur l'interpellation de 2 militants. Cet incident, largement relayé sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias camerounais, illustre la tension permanente qui entoure désormais chaque séjour du couple présidentiel en Suisse. Précisons également un point de contexte. Ces tensions ne datent pas d'hier. Dès 2019, des manifestations avaient déjà émaillé les séjours du président aux abords de l'hôtel, nécessitant un dispositif policier renforcé. La question du coût de ces séjours revient également de façon récurrente dans la presse. Selon les mêmes enquêtes journalistiques déjà citées, la facture quotidienne du couple présidentiel et de son entourage à l'Intercontinental de Genève se chiffrerait, selon des estimations basées sur les tarifs publics de l'hôtel, à plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour. Voilà pour les faits établis. Tout le reste, la nature exacte des raisons médicales invoquées, la répartition précise des rôles au sein de l'entourage présidentiel pendant cette absence, ou encore l'ampleur réelle du rôle joué par la première dame dans la gestion des affaires courantes, relève, à ce stade, de l'interprétation ou de l'hypothèse. Précisons également que ce séjour n'est pas isolé au sein de la famille présidentielle élargie. Selon plusieurs médias camerounais, d'autres membres de l'entourage, dont certains enfants du président, séjourneraient également dans des établissements de luxe genevois, notamment à l'occasion d'événements familiaux tels que des anniversaires. Ces informations, relayées à la fin du mois de juin 2026, évoquent plusieurs hôtels distincts, l'Intercontinental, mais aussi d'autres établissements prestigieux de la ville, sans qu'il soit possible, à ce stade, de vérifier de façon indépendante l'intégralité des détails avancés sur les réseaux sociaux à ce sujet. Ce qui semble en revanche établi, selon des enquêtes journalistiques plus anciennes mais toujours pertinentes, c'est que la ville de Genève constitue, depuis de très nombreuses années, un point d'ancrage récurrent pour plusieurs membres de la famille présidentielle, bien au-delà des seuls séjours du couple Biya lui-même. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, il y a la version institutionnelle, portée par le gouvernement, un couple présidentiel en séjour privé, dont la vie et les habitudes, aussi coûteuses et régulières soient-elles, relèveraient de la sphère privée du chef de l'État, à l'abri de toute obligation de transparence particulière. Pour ce camp,
les critiques formulées contre ces séjours répétés relèveraient davantage d'une opposition politique habituelle que d'un véritable débat de fond sur la gestion des affaires publiques. De l'autre côté, il y a la diaspora camerounaise mobilisée, en particulier les militants de la brigade anti-Sardinard, pour qui ces séjours symboliseraient un fossé profond entre le train de vie du sommet de l'État et les difficultés économiques que traverse une large partie de la population camerounaise. Pour ce camp, chaque nouvelle image de palace genevois, chaque nouvelle estimation de facture d'hôtel, viendrait renforcer un sentiment d'injustice déjà ancien. Mais ce n'est pas tout. Un troisième registre de tension, plus feutré, concerne cette fois le rôle même de Chantal Biya dans la gestion de l'État pendant cette absence prolongée. Selon plusieurs médias camerounais, son nom reviendrait de plus en plus fréquemment associé à certaines nominations et décisions autrefois strictement réservées au président lui-même. Pour certains observateurs, cette évolution reflèterait simplement la présence continue de la première dame aux côtés de son époux durant cette période sensible, sans qu'il faille y voir une prise de pouvoir formelle. Pour d'autres, au contraire, cette proximité croissante interrogerait sur la nature exacte des canaux de décision au sommet de l'État, dans un contexte où le président lui-même reste injoignable depuis plus de 2 mois. Une question demeure, suspendue entre ces lectures. Jusqu'où peut s'étendre l'influence d'une première dame, sans mandat officiel ni fonction constitutionnelle définie, dans la gestion effective d'un État dont le chef reste absent? La réponse, à ce jour, ne fait consensus dans aucun des deux camps. Il y a d'ailleurs un précédent récent qui illustre bien la sensibilité extrême de tout ce qui touche, de près ou de loin, à la vie de la famille présidentielle à Genève. En mars 2025, la fille du président, Brenda Biya, avait été reconnue coupable de diffamation par la justice genevoise, à l'issue d'un différend avec une artiste camerouno-nigériane. Cette affaire judiciaire, largement commentée dans la presse suisse et camerounaise, avait révélé au passage que la jeune femme occuperait, à l'année, une chambre au sein de l'hôtel Intercontinental, confirmation supplémentaire, selon plusieurs observateurs, de l'ancrage durable de la famille présidentielle dans cet établissement genevois, bien au-delà des seuls séjours ponctuels du président lui-même. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu de recul sur cette affaire. Parce qu'au fond, ce dossier dépasse largement la simple question de savoir qui dort dans quel hôtel à Genève et pendant combien de nuits. Au Cameroun, lorsqu'un citoyen ordinaire reste 3 jours dans un hôtel, personne ne convoque une conférence de presse. Mais lorsqu'il s'agit du président de la République, que le séjour se prolonge, que les apparitions publiques deviennent rares et que les informations officielles se font attendre. Forcément, les questions commencent à pousser. Et chez nous, quand les questions poussent, les rumeurs, elles, courent déjà. Depuis plusieurs années, les séjours privés du couple présidentiel en Suisse seraient devenus une habitude connue. Genève serait presque devenue une deuxième adresse de villégiature pour certains responsables africains. Au fil du temps, ce phénomène aurait fini par être banalisé. Mais voilà le problème. Une habitude peut être ancienne sans être éternellement invisible. Ce qui semble aujourd'hui attirer davantage l'attention, ce n'est donc pas uniquement le principe d'un séjour en Suisse. C'est surtout la combinaison de plusieurs éléments. Une durée qui interroge, une faible visibilité publique du président et un manque d'informations précises sur les raisons exactes de cette prolongation. Et lorsqu'on additionne ces 3 ingrédients, on obtient naturellement la marmite camerounaise des spéculations. Un silence institutionnel ici, une publication sur Facebook là-bas, une vidéo WhatsApp par-ci, une analyse YouTube par-là. Et avant même que les autorités aient terminé leur phrase, Internet a déjà écrit 3 scénarios, 4 rebondissements et même parfois la fin du film. Mais il faut justement faire attention à cela. Une absence d'information n'est pas une preuve de quelque chose. Ne pas voir le président en public ne permet pas, à lui seul, de conclure à une situation particulière. De même, une longue présence en Suisse ne permet pas automatiquement de déterminer la raison exacte du séjour. Il faut donc séparer ce qui est confirmé de ce qui relève de l'hypothèse. Et c'est là que le dossier devient particulièrement intéressant. La question juridique. Il existe également une dimension juridique qui mérite d'être regardée avec prudence. Selon certaines analyses relayées dans la presse, lorsqu'un chef d'État se trouve en Suisse dans le cadre d'un déplacement privé, son statut ne signifierait pas automatiquement qu'il bénéficie de tous les privilèges liés à une visite officielle ou diplomatique. Mais attention, cela ne veut évidemment pas dire qu'un président étranger serait traité exactement comme monsieur et madame tout le monde. Parce qu'on imagine difficilement un président débarquer à Genève avec une petite valise, prendre le bus à l'aéroport, faire la queue au supermarché et demander « Pardon, monsieur, c'est ici pour la chambre 302 ». La réalité protocolaire et sécuritaire est évidemment beaucoup plus complexe. Mais cette situation soulève tout de même une question intéressante. Comment un État étranger gère-t-il la présence prolongée d'un chef d'État qui se trouve officiellement dans un cadre privé? Et surtout, où commence le privé et où s'arrête le politique? Parce qu'un président peut être en déplacement privé,
Mais son absence peut continuer à avoir des conséquences politiques dans son propre pays. Et ça, c'est toute l'ambiguïté du dossier. Le rôle de l'entourage. Autre élément à surveiller, le rôle de l'entourage présidentiel. Lorsqu'un chef d'État est moins visible, naturellement, les personnes qui l'entourent attirent davantage l'attention. Chaque déplacement devient analysé. Chaque réunion devient commentée. Chaque apparition d'un proche peut être interprétée comme un message politique. Et évidemment, dans ce contexte, le nom de Chantal Biya peut apparaître dans les discussions. Mais soyons très clairs, être l'épouse du chef de l'État ne signifie pas automatiquement exercer les fonctions constitutionnelles du chef de l'État. Il faut donc éviter de transformer une hypothèse en certitude. Si, dans l'avenir, son rôle politique ou institutionnel venait effectivement à évoluer, ce serait alors un autre dossier, qui devrait être analysé à partir de faits précis et de décisions officielles. Pour l'instant, beaucoup de choses circulent, mais tout ce qui circule n'est pas nécessairement établi. Et c'est ici que notre fameuse satire camerounaise retrouve toute sa place. Parce que chez nous, il suffit parfois qu'une personne soit photographiée à côté d'un ministre pour qu'on commence déjà à dire « Voilà le prochain ministre ». Elle serre la main d'un directeur « Voilà le futur DG ». Elle monte dans une voiture officielle, le décret est déjà signé. Et si elle reste 3 jours sans apparaître, c'est fini, elle prépare déjà la transition. Voilà pourquoi il faut garder la tête froide. Le véritable problème, le silence. Mais derrière toutes ces plaisanteries se trouve une question beaucoup plus sérieuse. Que se passe-t-il lorsqu'une institution communique trop peu sur un sujet qui préoccupe une partie importante de la population? Le silence crée un vide. Et dans la communication politique, un vide ne reste presque jamais vide longtemps. Quelqu'un va le remplir. Les médias vont chercher des informations. Les opposants vont commenter. Les analystes vont formuler des hypothèses. Les internautes vont spéculer. Et les réseaux sociaux vont transformer une petite interrogation en affaire nationale avant même que le petit déjeuner soit terminé. C'est presque devenu une règle. Quand le communiqué arrive en retard, WhatsApp est déjà passé devant. Et plus le silence dure, plus la frontière entre information et spéculation devient difficile à maintenir pour une partie du public. C'est précisément pourquoi une communication claire, lorsqu'elle est possible et appropriée, peut contribuer à calmer les inquiétudes. Non pas nécessairement en révélant tous les détails privés d'un chef d'État, car la vie privée reste une question importante, mais simplement en donnant suffisamment d'éléments pour éviter que chaque silence soit interprété comme un signal politique. Une question qui dépasse Genève. Finalement, cette affaire ne concerne donc pas uniquement Genève. Elle touche à une question beaucoup plus large. Comment un pays gère-t-il l'information lorsqu'il s'agit de la santé, des déplacements et de la disponibilité de son chef de l'État? Et surtout, combien de temps peut durer le silence avant que le silence lui-même devienne une information? C'est là toute la difficulté. Parce qu'au Cameroun, lorsque le sommet ne parle pas, la base cherche à comprendre. Et lorsque la base ne trouve pas de réponse officielle, elle fabrique ses propres réponses. Parfois elles sont justes. Parfois elles sont totalement fausses. Et parfois, entre les deux, il y a cette fameuse zone grise où chacun possède son informateur très bien placé. Le problème, c'est que cet informateur très bien placé habite parfois dans le téléphone de celui qui raconte l'histoire. Alors, séjour privé prolongé, raison personnelle, raison médicale, simple prolongation, ou autre réalité encore inconnue du public. Pour le moment, il faut distinguer les faits établis des nombreuses hypothèses qui circulent. Une chose, cependant, paraît certaine. Plus le silence se prolonge, plus l'intérêt grandit. Et au Cameroun, lorsqu'une affaire commence à intéresser tout le monde, même ceux qui ne voulaient pas parler finissent par écouter très attentivement. Parce qu'au fond, la véritable question n'est peut-être plus seulement « Pourquoi reste-t-il aussi longtemps à Genève ?» La véritable question devient « Que signifie politiquement cette absence prolongée pour un pays qui continue, lui, à fonctionner ?» Et c'est précisément là que commence le véritable décryptage. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Parlons maintenant avec un peu de recul. Et surtout avec cette petite pointe d'ironie camerounaise qui permet parfois de poser les questions sérieuses sans casser la marmite. Parce qu'il faut le reconnaître, au fil des années, les séjours présidentiels en Suisse semblent être devenus une véritable institution. À tel point qu'on pourrait presque se demander si certains hôtels genevois ne devraient pas ajouter une nouvelle ligne dans leur brochure. Bienvenue à Genève. Chambre disponible pour touristes, hommes d'affaires, et éventuellement chefs d'État en séjour prolongé. Plus sérieusement, plusieurs récits de presse ont évoqué la familiarité développée autour de ces séjours. Le personnel hôtelier serait habitué à recevoir cette clientèle particulière, avec toutes les exigences de sécurité et de protocole que cela peut impliquer.
Et là, une question toute simple se pose. Quand un séjour privé devient suffisamment régulier, suffisamment long et suffisamment organisé pour nécessiter toute une mécanique autour de lui, où place-t-on exactement la frontière entre le privé et le politique? Parce que chez nous, le mot « privé » est parfois très pratique. Une réunion? Privé. Un déplacement? Privé. Un séjour? Privé. Une décision prise pendant le séjour? Là, on demande encore le dossier. Et c'est justement cette zone grise qui alimente les interrogations. Il ne s'agit pas d'affirmer que le pouvoir camerounais serait officiellement transféré dans un hôtel suisse. Aucun élément présenté ici ne permet de l'affirmer. Mais lorsqu'un président est absent durablement du territoire national, la question de la continuité du pouvoir devient forcément légitime. Car pendant que Genève vit au rythme du séjour présidentiel, Yaoundé, lui, continue de tourner. Les ministères travaillent. Les administrations fonctionnent. Les décisions doivent être prises. Alors forcément, les Camerounais veulent savoir qui assure quoi et comment. Et voilà que nous arrivons à cette fameuse diplomatie hôtelière. Imaginez un instant le scénario. Vous êtes à Genève, le président est à l'hôtel, les policiers surveillent les alentours, les militants de la diaspora manifestent, les réseaux sociaux commentent, et quelque part à Yaoundé, quelqu'un demande. Monsieur le ministre, on fait quoi pour ce dossier? Réponse. Attendez seulement. On vérifie d'abord si Genève a donné son accord. Évidemment, c'est une caricature. Mais elle illustre une vraie question. Jusqu'où un séjour privé peut-il avoir des conséquences sur la perception de l'exercice du pouvoir? Le feuilleton de Genève. Et puis, il y a un autre élément presque devenu traditionnel. Les tensions entre certains membres de la diaspora camerounaise et les dispositifs de sécurité lors de ces séjours. Manifestations, rassemblements, présence policière, protestations. Le scénario semble parfois revenir avec une régularité impressionnante. On pourrait presque parler d'une série télévisée. Genève, saison 2026. Même décor. Même hôtel. Même diaspora. Même policier. Mais chaque saison apporte son nouveau scénario. Sauf que derrière l'ironie, il y a des personnes bien réelles, des tensions politiques réelles et une image du Cameroun qui se joue également à l'extérieur du pays. Et c'est là que le sujet devient beaucoup plus sérieux. Parce qu'un séjour présidentiel à l'étranger n'est jamais complètement déconnecté de la politique nationale. Même lorsqu'il est présenté comme privé, il peut devenir un symbole politique. Et lorsqu'un peuple commence à regarder un hôtel étranger comme un lieu où pourrait se jouer une partie de son avenir politique, c'est que quelque chose mérite au minimum d'être expliqué. Et la facture dans tout ça? Voilà probablement la question qui revient toujours. Qui paie? Et surtout, avec quel argent? Attention ici encore, en l'absence de documents publics permettant d'établir précisément les montants et leur origine, il serait imprudent d'affirmer qui prend en charge quoi. Mais la question du financement des séjours présidentiels prolongés reste légitime. Parce qu'un séjour de quelques jours, ce n'est pas la même chose qu'un séjour qui se prolonge pendant plusieurs semaines avec sécurité, personnel, déplacement et logistique. Et là, le contribuable camerounais peut légitimement se demander. Petit frère, la facture là, elle arrive chez qui finalement? Parce que quand la facture du restaurant arrive, personne ne demande. Est-ce une facture privée ou institutionnelle? Quelqu'un doit payer. Et c'est précisément pourquoi la transparence sur les dépenses publiques est importante. Pas pour violer la vie privée d'un chef d'État, mais pour permettre aux citoyens de comprendre ce qui relève réellement du privé et ce qui relève de la dépense publique. Au fond, c'est peut-être cela le véritable sujet. Pas Genève. Pas l'hôtel. Pas même le séjour. La transparence. Conclusion. Alors, que retenir de tout cela? Le couple présidentiel camerounais séjournerait à Genève depuis le 7 juin 2026, dans le prolongement d'une habitude ancienne, mais dont la durée actuelle attire particulièrement l'attention. Autour de ce séjour, les interrogations se multiplient. Absence publique du président, durée exceptionnelle, mobilisation de la diaspora, dispositifs de sécurité et spéculation sur le rôle de l'entourage présidentiel. Mais attention, les hypothèses restent des hypothèses. Nous ne pouvons pas transformer une rumeur en vérité simplement parce qu'elle est répétée 100 fois sur Internet. En revanche, nous pouvons poser les questions. Et la principale est peut-être celle-ci. À partir de quel moment un séjour présenté comme privé commence-t-il à avoir des conséquences suffisamment importantes pour devenir une question publique? Parce qu'au fond, le problème n'est peut-être pas que le président soit à Genève. Le véritable problème serait plutôt que plus le silence dure, plus chacun commence à écrire sa propre version de l'histoire. Et au Cameroun, nous connaissons la suite. Quand le gouvernement ne donne pas l'information, WhatsApp devient ministre de la communication. Un audio arrive à 6 heures du matin. À 8 heures,
il est déjà confirmé. À midi, quelqu'un affirme connaître une source très proche. Et le soir, le pays entier débat d'une information dont personne ne connaît réellement l'origine. Voilà pourquoi la prudence reste indispensable. Cette affaire est donc loin d'être terminée. Les prochains jours permettront peut-être d'apporter des réponses, de confirmer certaines informations ou, au contraire, de faire tomber certaines spéculations. Kame News continuera donc à suivre le dossier. Pas pour inventer ce que nous ne savons pas. Pas pour condamner sans preuve. Mais pour poser les questions que l'actualité impose. Parce qu'en journalisme, parfois, la question la plus importante n'est pas celle qui donne immédiatement une réponse, mais celle que personne n'ose poser. Alors dites-nous en commentaire. Selon vous, ce séjour doit-il être considéré comme une simple affaire privée, ou les circonstances actuelles justifient-elles davantage de transparence? Abonnez-vous à Kame News, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Parce que cette histoire de Genève n'est peut-être pas encore arrivée à son dernier épisode. Et comme on dit chez nous, quand le poisson commence à tourner autour de la marmite, c'est qu'il y a encore quelque chose à découvrir.